Bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous. Vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien, mais qui vous parle quand même pas mal de guerre ces derniers temps. Et du coup, pour continuer un peu dans cette ambiance-là, aujourd'hui, on aimerait bien vous parler d'un conflit un peu particulier. On aimerait bien vous parler de la guerre de la 7e coalition. Et bien évidemment, comme toujours, j'ai mes deux compagnons avec moi, Léopold et Franck. Vous allez bien ou pas en ce 24 février 2025? La forme? Bah ouais, Ah bah, content d'être ici, Bon encore. super. Toujours pour parler de guerre, hein, on va Toujours mieux pour... que les Bah ouais, non Français, mais voilà. j'ai envie de dire Mieux. mieux que les Français à Waterloo, mais Eh ben écoute, c'est super. c'est pas très dur. C'était pas très très dur, je pense, effectivement. Parce que oui, effectivement, c'est que je dise pas de conneries, les 210 ans, je crois, des 100 jours. Oui, il me C'est semble. ça, hein, 210 ans, ouais. 210 ans du coup de cette guerre de la 7e coalition slash 100 jours. Et du coup, on vous a prévu plein de petites interventions. Et cette fois-ci, c'est moi qui vais commencer pour une fois. Parce que je vais vous parler d'un événement un peu spécial. Je vais vous parler d'un événement un peu terrifiant. Parce qu'on va parler de la terreur. Quand je vous parle de la terreur, là, comme ça, vous pensez à quoi spontanément? terreur révolutionnaire, Ouais, Robespierre. Robespierre, tout ça. Toi aussi, Franck? Bah, j'ai envie de dire oui et non, mais c'est parce que je suis peut-être Tiens. plus informé que la moyenne des auditeurs. Encore que c'est pas gagné. Mais oui, effectivement, la terreur, la première, la plus connue, c'est la terreur qui porte ce nom-là, la Eh politique oui. de la terreur sous la Révolution. Sous la Révolution. Mais il existe effectivement une seconde terreur qui, elle, est plutôt teintée de blanche. Eh oui, eh oui. Parce que notre histoire, elle prend place en 1814. Depuis le mois d'avril, la monarchie a été rétablie et Louis XVIII règne en maître sur la France avec ses alliés des précédentes coalitions. Mais ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Ce nouveau régime fraîchement restauré doit alors faire face à une menace. En mars 1815, Napoléon fait son grand comeback, hein, et c'est le début de la période dite des 100 jours. Plusieurs affrontements vont avoir lieu entre royalistes et bonapartistes, notamment en France méridionale. Ce soulèvement est vaincu le 8 avril par un certain maréchal Grouchy, mais pareil, j'imagine qu'on y reviendra dans quelques petits instants. À l'ouest, toutefois, les Vendéens et les Chouans se révoltent à nouveau. Cette guerre, entre guillemets, durera de mai à juin 1815. La suite, vous la connaissez, la bataille de Waterloo, Louis XVIII rentre en exil, et cette fois-ci, c'est la bonne. La restauration est repartie pour de bon. Et c'est sur ce moment un petit peu précis qu'on va s'attarder. C'est un peu le bordel, etc. Et c'est bien de voir un petit peu les causes d'un conflit, de voir le conflit en lui-même, mais il est toujours aussi intéressant d'en analyser un petit peu les conséquences. Parce qu'en effet, des violences vont éclater dans les semaines qui suivent la bataille de Waterloo et vont se développer principalement dans le midi de la France où des bandes de royalistes vont s'en prendre aux bonapartistes et aux partisans avérés ou supposés de la Révolution. Ces derniers sont assimilés aux réformés dans les régions confessionnelles et plusieurs actions vont prendre des tonalités carrément anti-protestantes. Les auteurs des tueries sont principalement issus des milieux populaires, tandis que le rôle des élites et des sociétés secrètes royalistes comme les chevaliers de la foi, est controversé. On n'est pas certain qu'ils y agissent. Et là, vous vous dites, bon sang, Marc, mais là, tu nous balances plein de trucs à la chaîne, c'est un peu décousu, mais surtout, c'est quoi les chevaliers de la foi? Alors, du coup, qu'est-ce que c'est les chevaliers de la foi? L'Ordre des Chevaliers de la Foi, c'est une société secrète qui a été fondée en 1810 pour défendre le catholicisme et la monarchie légitime. Durant la période du Premier Empire, il avait pour objectif le rétablissement de la royauté bourbonienne française. Cette société a notamment servi de véritable réseau d'espionnage de la monarchie en exil et a permis de mettre d'énormes bâtons dans les roues de Napoléon. Ils sont notamment derrière les débarquements de troupes royalistes dans le sud de la France pendant la période des 100 jours afin de préparer le retour de Louis XVIII. Les chevaliers, partout où ils se trouvaient, ont participé à la terreur blanche. Une terreur presque légalisée d'une certaine manière. Ils auraient donc peut-être pratiqué différentes poursuites, traques, jugements et sans doute les meurtres comme contre les différents protagonistes des 100 jours. Quoi qu'il en soit, que le rôle de chevalier de la foi soit avéré ou non, puisque visiblement il y a des doutes, les débordements sont particulièrement spectaculaires à Nîmes, Marseille, Avignon et Toulouse. Ainsi, à Marseille, d'anciens mamelouks de la garde impériale sont massacrés le 25 juin. À Nîmes, des femmes protestantes sont flagellées publiquement. À Avignon, le maréchal Brune est assassiné carrément le 2 août. Dans le Gard, Jacques Dupont, dit Trestaillon, à la tête de bandes armées, fait assassiner plusieurs dizaines de réformés. Beaucoup d'autres sont persécutés et plusieurs milliers s'enfuient.
La terreur d'origine populaire se greffe alors dans un climat de vengeance aux élections législatives d'août. Celle-ci voit le triomphe des ultra-royalistes proches du comte d'Artois. Il remporte 350 sièges sur 398, c'est énorme. Louis XVIII l'appelle la Chambre introuvable, car selon lui, même en désignant des députés, il n'aurait pu trouver meilleure composition. Ce raz-de-marée contre-révolutionnaire reflète surtout le durcissement des notables des provinces effrayés par les 100 jours qui souhaitent arrêter les bonapartistes et les partisans de la République. Entre octobre 1815 et janvier 1816, une série de mesures d'exception sont votées par la Chambre introuvable. Cette législation répressive comprend plusieurs lois. D'une part, la loi de sûreté générale du 29 octobre qui suspend les libertés individuelles et permet d'emprisonner sans jugement tout individu prévenu de crimes ou de délits contre l'autorité du roi, de la famille royale et de la sûreté de l'État. Il y a également la loi sur les cris et les écrits séditieux du 9 novembre, prévoyant une juridiction correctionnelle avec des peines allant de l'amende à la déportation. Et enfin, le 27 décembre est voté un rétablissement des cours prévôtales, juridiction d'exception qui avait pour compétence de réprimer tous les complots et les crimes contre la sûreté de l'État commis avec violence et publiquement, avec un président et 4 juges civils, mais sans jury ni appel. Cette épuration aboutit également à la condamnation en conseil de guerre de quelques généraux de l'Empire ralliés à Napoléon pendant les 100 jours. Arrêté le 2 août, le général de brigade Labédoyère est ainsi fusillé à Paris le 19. Le 27 septembre, ce sont les frères Fauchet qui sont exécutés à Bordeaux. Le maréchal Ney est quant à lui condamné à mort par la Chambre des Pairs et fusillé à Paris le 7 décembre. En janvier 1816, la loi contre les régicides condamne au bannissement à vie les régicides relapses, c'est-à-dire tous les anciens conventionnels qui avaient voté la mort de Louis XVI en 1797 et qui avaient approuvé l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire du 22 avril 1815. L'application de ces différentes lois place plus de 3000 personnes sous un contrôle plus ou moins contraignant et entraîne plus de 6000 condamnations à des peines variables entre 1815 et 1816. Entre ces lois totalitaires et la terreur blanche dans les campagnes, le peuple commence doucement à gronder. Face à ces excès et craignant une nouvelle révolution, le roi met alors fin à la terreur blanche en dissolvant la Chambre introuvable le 5 septembre 1816. Cette terreur blanche aura fait près de 500 morts, du moins officiellement. Et voilà. Ouais, officiellement. Voilà. Parce que, Officiellement, il faut toujours le rajouter parce que ça avait l'air d'être ouais, quand même un sacré bordel. Hein. bah, de mémoire, après, là, pareil, faudrait le regarder plus en détail. Mais de mémoire, tous les massacres, toutes les exécutions sommaires qu'il y a eu étaient au moins autant nombreuses que celles de la terreur révolutionnaire. Parce que on a toujours c'est un peu toujours le débat de quoi on parle, y compris d'ailleurs pour la terreur révolutionnaire. Ouais. Est-ce qu'on parle des exécutions légales faites par le régime ou est-ce qu'on parle des exécutions et massacres hors cadre qui sont commises par des officiels parfois qui profitent de leur statut, voire directement par des individus hors de toute forme de cadre ni légal ni officiel. Parce que c'est une grande question, on va dire, dans la manière dont on représente les choses. Parce que si on prend effectivement uniquement les exécutions entre guillemets légales, on pourrait avoir l'impression que finalement C'est ok quoi. terreur c'est pas un bien grand mot. Mais en réalité, quand on prend en compte absolument tous les débordements liés à ces lois d'exception et liés aux répercussions, là pour le coup on se retrouve avec des milliers de morts sur les bras. Ouais. Ouais, et puis entre les gens qui sont morts, les gens qui sont torturés, enfin, il y a des trucs quand même, genre les femmes protestantes flagellées publiquement à Nîmes, enfin, je veux dire, tout le monde se Après, relâche, ça, quoi. Il y a vraiment alors ça, ce côté où pour le on se coup, laisse aller, l'idée quoi. en fait, non, pour le coup, l'idée que les protestants sont une cible, ça malheureusement on le doit en partie à un Ardéchois. Ouais. Merci les Ardéchois. Un certain Augustin Baruel, qui est né, semble-t-il, à Villeneuve-de-Berg, que je connais parce que j'avais étudié son cas dans le cadre de mes visites. C'est un prêtre. Et c'est un jésuite de Berg. qui en réalité est un polémiste. Avant toute chose, il va être Il ressemble à Eric Zemmour, précepteur. Ouais, alors il est, tu vois, 10 fois pire. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il a écrit un bouquin qui en réalité est pas une copie, mais en tout cas qui est extrêmement plagié
un auteur britannique dont le nom m'échappe à chaque fois, qui est l'un des plus grands auteurs antisémites de l'époque, Ok. et qui basiquement est on va dire le père de l'antisémitisme moderne. Et malheureusement, Baruel est un peu la même chose en France, c'est-à-dire qu'il a écrit tout un bouquin sur soi-disant l'histoire de la Révolution française, dans lequel il explique très clairement que la Révolution, ce sont les juifs, les protestants, les athées, bref, tous ceux qui ne sont pas de bons Ils sont pas catholiques, catho, quoi. euh, qui sont responsables de la Révolution, et que ce sont bien sûr tous des traîtres qu'il faudrait exterminer. Donc bon, voilà. Ouais. Malheureusement, ce Un genre mec bien, quoi. et tu rigoles, mais malheureusement, c'est son bouquin qui est en partie responsable ensuite en France au 19e siècle d'une nouvelle poussée Ah oui, anti-protestante, antisémite. oui, parce que ce que je vois effectivement, c'est que ouais, il a théorisé le complot juif, quoi, presque. Ah oui, oui, et la franc-maçonnerie, La enfin franc-maçonnerie aussi, ouais. c'est vraiment Ah, l'un des vache. auteurs qui a le plus appuyé là-dessus en France. Et Et il tout est de ça en ayant. Villeneuve-de-Berg. Et malheureusement, il est probable qu'il soit, parce Incroyable. je crois pas qu'on en ait la certitude, mais il est tout à fait probable qu'il soit, À tous les Villeneuvois qui nous écoutent, voilà, bah, vous avez appris l'existence d'Augustin Baruel. Voilà. un infâme, Le un fameux. infâme personnage. Un infâme personnage. Il a vraiment, je trouve qu'il a vraiment une sale gueule, tu vois. Rien, j'aurais pas su vraiment qui il était de base. Là, je fais des lits de faciès, hein. Après, j'ai envie de dire, Euh, c'est le genre de personne qui a, enfin très clairement, on voit que dans la vie il est aigri, hein. Il a été percepteur, ça a pas marché. Il était jésuite, le pape a a interdit l'ordre Ouais. jésuite. C'est voilà, vraiment, là, je pense qu'il en avait marre. Il a cherché tous les responsables possibles et imaginables. J'ai trouvé beaucoup de boucs émissaires. Et bah écoute, bah merci pour les infos supplémentaires, Franck, c'est toujours un plaisir. Je vous propose qu'on enchaîne et qu'on parle du coup d'un autre personnage de cette époque dont j'ai évoqué, il me semble, l'existence dans ma chronique. Et pour ça, on va laisser la parole à Léopold. Oui, effectivement, on va parler d'un personnage célèbre de cette période, tristement célèbre pour nous, qui est le maréchal de Grouchy. Maréchal Grouchy. Mhm. Pour nous, il est associé à la défaite de Waterloo, défaite qui serait de sa faute. Et je vais essayer voilà, de démontrer, démontrer, c'est un petit peu prétentieux, de montrer que c'est pas ça, c'est pas forcément sa Défendre, faute, et quoi. que voilà, c'est plutôt une reconstruction postérieure, et que ça a été un peu le grand perdant de la mémoire. Le seul, avec Marmont et Augereau, à ne pas avoir son nom sur l'un des boulevards des maréchaux qui relient les portes de Paris. Et pourtant, son déshonneur n'apparaît pas tout de suite, puisque Napoléon, dans son compte-rendu du 21 juin, ne l'accuse pas. Il évoque un corps prussien qui paraissait avoir échappé au maréchal Grouchy, en ajoutant que ce même maréchal, ayant appris le mouvement du corps prussien, marchait sur le derrière de ce corps, ce qui nous assurait un succès éclatant pour la journée du lendemain. Ce qui prouve au passage d'ailleurs qu'il ne l'attendait pas à le voir arriver le lendemain. Puis, à Sainte-Hélène, il y a un retournement de situation. Lors de l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène, un an après, pour l'anniversaire de Waterloo, le 18 juin 1816, il déclare au mémorialiste Las Cases « Journée incompréhensible, concours de fatalité inouïe, Grouchy, naît, d'Erlon, y a-t-il eu trahison ?» Et dès lors, le soupçon est lancé. En 1818, c'est le général Gourgeot, c'est le premier officier d'ordonnance de Napoléon, qui est revenu de Sainte-Hélène et qui publie la campagne de 1815, qui est un livre dicté par Napoléon. Puis c'est au tour du médecin anglais de l'empereur, O'Meara, qui écrit à propos de la lenteur de la poursuite, je cite, « L'ennemi gagna ainsi 24 heures sur lui. Cette funeste irrésolution est la cause principale des désastres du 18 et de la perte de la France. » Une mesure, on pourra apprécier toute la mesure de cette phrase. Une mesure qui transpire aussi donc dans cette phrase toujours du médecin O'Meara.
Le maréchal Grouchy a trouvé le secret qui paraissait introuvable de naître dans la journée du 18, la nuit du 18, la journée du 17, la nuit du 17 au 18 et la matinée du 18, ni sur le champ de bataille de Mont-Saint-Jean, ni sur Vavre. La conduite du maréchal Grouchy, qui s'était distingué si souvent depuis 20 ans à la tête de la cavalerie, était aussi imprévoyable que si, sur sa route, son armée eût éprouvé un tremblement de terre qui l'eût englouti. Il l'écorche vif, là, très clairement. On a souvent décrié un commandement trop gros, parce qu'à Waterloo, il commande un détachement d'armée, donc c'est-à-dire 2 corps d'infanterie et 2 corps de cavalerie, pour un maréchal trop fraîchement promu, qu'il a été promu 2 mois auparavant, le 18 avril, en récompense de la dispersion de bandes royalistes dans la vallée du Rhône menée par le duc d'Angoulême. Ce serait une nomination politique, car sur les 20 maréchaux d'Empire, il n'y en avait plus beaucoup de disponibles pour Napoléon. Il ne restait plus que Davout, Suchet, Masséna, Mortier, Brune, Jourdan qui commençait à sucrer les fraises, et le maréchal Ney. Donc le choix était relativement limité. Néanmoins, il avait déjà été pressenti par le maréchalat en 1814, mais en 1814, il y a ce qu'on appelle la campagne de France, qui s'est soldée par une défaite, et le temps a manqué. Et pourtant, ses états de service sont tout à fait élogieux. Il est né en 1766 dans une famille de l'aristocratie normande, c'est le comte de Grouchy. Il s'engage comme officier de cavalerie en 1781 dans l'armée royale, général dans l'armée révolutionnaire en 1892. Il défend Nantes face aux Vendéens sous les ordres de Hoche, dont il est l'adjoint pour l'expédition en Irlande. Il est blessé à Eylau, Friedland, où il mène une charge décisive, à Wagram, à la Moskova, à Vauchamp, lors de la campagne de France en 1814, où il mène encore une charge de cavalerie. Pendant la retraite de Russie, Napoléon lui confiera même l'escadron sacré. C'est un escadron qui regroupe les officiers généraux et qui est chargé de protéger l'empereur. Pendant les campagnes de 1812-1813, il commande un corps de cavalerie de réserve. Donc c'est pas un officier qui sort de nulle part et dont la nomination ne serait que purement politique. Il a quand même de l'expérience au commandement de troupes. Au retour de Louis XVIII en 1814, il sera rayé des cadres et exilé sur ses terres, parce que les royalistes ne pardonnent pas l'engagement de sa famille pour la Révolution dès 1789. Ils le considèrent comme un traître à sa caste. C'est un ami de Condorcet et de Lafayette. Mais par l'entremise de ses amis libéraux, comme Guizot par exemple, on lui rend sa place comme lieutenant général des armées du roi et une décoration à la croix de Saint-Louis. Et lorsque Napoléon débarque le 1er juin 1815, il va demander un commandement à Louis XVIII qui les conduit. Et alors que Napoléon est à Paris le 20 juin, l'empereur le convoque dès le 21. Il est nommé alors à la tête de la réserve de cavalerie de l'armée du Nord, puis même commandant de l'aile droite de l'armée. La gauche est confiée au maréchal Ney. Il a sous ses ordres 2 corps d'infanterie et 3 corps de cavalerie, avec des ordres très clairs. J'ai adopté pour principe général pendant cette campagne de diviser mon armée en 2 ailes et une réserve. La garde formera la réserve et je me porterai sur l'une ou l'autre, sous-entendu elle, selon les circonstances. Et ces circonstances se présentent bien vite. Les Prussiens se massent autour du village de Ligny. Napoléon le rejoint, assez content de voir Blücher faire front. Blücher, c'est le général commandant les Prussiens lors de la campagne de 1815. Donc content de voir Blücher faire front, car il s'attendait à le voir retraiter sur Liège, et il confie à Grouchy un peu d'infanterie et 2 corps de cavalerie pour faire écran sur la droite. Napoléon enfonce le centre prussien et remporte la victoire. Mais il ne peut pas faire de poursuite, car la nuit arrive et ses troupes sont épuisées. Il bivouaque donc sur place, sauf la cavalerie du général Pajol, qui est envoyée à faire une poursuite, mais un peu pas une poursuite de grand style, style 1805-1806, parce qu'il n'a pas suffisamment de troupes. Le général Pajol va capturer des fuyards et des canons sur la route de Namur et envoie des rapports qui vont conforter Napoléon dans l'idée que Blücher est en déroute. Donc, Napoléon n'ordonne pas de reconnaissance dans d'autres directions. Napoléon décide que la journée d'aujourd'hui est nécessaire pour recompléter les munitions, rassembler les militaires isolés et faire rentrer les détachements. Ça veut dire en faire rallier les régiments, le réapprovisionnement en munitions, l'évacuation des blessés, faire la soupe. On marche avec mieux avec un estomac plein. Et il ne donne pas encore ses ordres à Grouchy,
le 17, car il attend des nouvelles des mouvements de ses adversaires, ce qui est un peu la base quand même, hein, il va pas décider n'importe quoi. Vers 10h, donc on est toujours le 17 juin, vers 10h les nouvelles tombent, Wellington est toujours aux prises avec Ney aux 4 bras, alors que les rapports de Pajol indiquent toujours un Blücher en retraite vers l'est. Conformément à ces directives, Napoléon décide alors de se porter avec la réserve à gauche et donne ses ordres à Grouchy, d'abord de vive voix, puis confirmé par écrit à 11h30. Donc ces ordres par écrit sont rendez-vous à, alors je sais pas comment ça se prononce, Gamblou. Rendez-vous à Gamblou avec, là suit toute l'énumération des corps sous le commandement de Grouchy. Vous vous ferez éclairer sur la direction de Namur et de Maastricht et vous poursuivrez l'ennemi. Éclairez sa marche et instruisez-moi de ses mouvements. Il est important de pénétrer ce que l'ennemi veut faire, où il se sépare des Anglais, où ils veulent se réunir encore pour couvrir Bruxelles et Liège en tentant le sort d'une nouvelle bataille. C'est un ordre assez clair, très limpide, à ceci près que les Prussiens ne vont pas vers l'est mais vers le nord, dans la direction de Wavre. Ils ont marché une partie de la nuit et ont ainsi 12 heures d'avance. Mais bon, ça, les Français ne le savaient pas encore. On n'est pas encore omniscient. Et là, déjà, rien que sur cette version, les ennuis vont commencer car Napoléon, à travers son médecin anglais O'Meara, dans ses mémoires, ne donne pas la même version. Il dit qu'il a donné l'ordre de poursuivre l'armée prussienne l'épée dans les reins afin de l'empêcher de se rallier. Il ajoute même avoir donné l'ordre positif de se tenir toujours entre la chaussée de Charleroi à Bruxelles et le maréchal Blücher afin d'être constamment en communication et en mesure de se réunir sur l'armée, car il était probable que le maréchal Blücher se retirerait sur Wavre. Il fallait qu'il, Grouchy, y fût en même temps que lui. Ce qui, pourtant, l'ordre écrit est bien daté de 11h30, et il n'est pas question de Wavre de poursuivre les Prussiens vers Namur et Maastricht. Deuxième problème qui va se poser, beaucoup d'historiens vont critiquer le temps qu'il a mis pour faire les 11 km qui séparent Ligny de Gamblou. Il a mis 7 heures. Son infanterie arrive entre 6 et 9 heures du soir. Sauf que ce sont ce que je pourrais appeler des considérations de stratèges de salon. C'est-à-dire des gens qui manient les drapeaux sur une carte en pensant que les unités bougent aussi vite que quand tu bouges un drapeau, le premier et le dernier homme de la colonne bougent d'un seul corps, quoi. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Le premier homme qui part et qui arrive sur place alors que le dernier homme n'est peut-être toujours pas parti de sa destination. Une colonne s'étire sur des kilomètres. L'infanterie de Grouchy n'était pas prête à partir dès 11h30. Les détachements étaient encore au dépôt de munitions, ils ne sont pas encore revenus, les blessés sont en cours d'évacuation. Le grand Clausewitz lui-même dit que ceux qui critiquent ces délais semblent ignorer qu'on ne fait pas marcher une troupe, qu'on fait pas marcher comme une troupe fraîche, une troupe qui a combattu la moitié de la journée, la moitié de la journée de la veille et la moitié de la nuit. De plus, un orage a transformé les chemins en véritables fondrières, ce qui empêche tout mouvement rapide. Et Grouchy, comme en tant que général maréchal avisé, devait attendre des rapports de ses éclaireurs avant de s'avancer. On ne s'avance pas à l'aveuglette. Le général Excelman, qui commande sa cavalerie, lui apporte ses rapports au cours de l'après-midi et signale que les colonnes prussiennes sont passées par Gamblou et semblent se masser au nord de la ville. On semble indiquer d'ailleurs souvent en contre-exemple Napoléon, qui arrive à la Belle Alliance le soir même, parcourant 30 km sous une pluie battante et en livrant plusieurs combats. Mais cette affirmation est trompeuse. En effet, c'est certes Napoléon qui arrive à la Belle Alliance, mais pas Napoléon et toute son armée. C'est Napoléon et une poignée de cavalerie. Son infanterie est encore derrière, elle le rejoindra qu'au cours de la nuit, et même durant le lendemain matin. Donc, même, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. La cavalerie de Grouchy, donc dirigée par le général Excelman, qui était devant Gamblou dès 9h du matin, mais elle n'était pas encore sous les ordres de Grouchy. Donc Excelman ne l'informa pas des mouvements prussiens. Et donc c'est pour ça explique que ce n'est que dans l'après-midi que Excelman reçoit sa nouvelle affectation et informe Grouchy de ce mouvement prussien. Ce n'est que vers le soir
par les infos récupérées chez l'habitant et par la cavalerie que le brouillard de guerre se déchire petit à petit. Grouchy écrit à 22h un rapport à l'empereur dans lequel il indique « Il paraît, d'après tous les rapports, que les Prussiens se sont divisés en 2 colonnes. L'une a dû prendre la route de Wavre, par Sarre-les-Valins. L'autre colonne paraît s'être dirigée sur Perwez. C'est sur la route de Louvain. On peut peut-être en inférer qu'une portion va rejoindre Wellington et que le centre, qui est l'armée de Blücher, se retire sur Liège. Une autre colonne ayant fait son mouvement de retraite par Namur. Le général Excelman a ordre de pousser 6 escadrons sur Sarre-les-Valins et 3 escadrons sur Perwez. D'après leur rapport, si la masse des Prussiens se retire sur Wavre, je les suivrai dans cette direction afin qu'ils ne puissent gagner Bruxelles et pour les séparer de Wellington. Si au contraire mes renseignements prouvent que la principale force prussienne a marché sur Perwez, je me dirigerai par cette ville à la poursuite de l'ennemi. Cette lettre donc arrive au QG de Napoléon à 2h du matin, le 18 juin. Dès lors, il sait que les Prussiens se sont rapprochés de lui. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il va envoyer Marbeau et son 7e hussard battre la campagne entre Lannes et la Dyle pour observer les mouvements du corps prussien marchant sur Wavre. Durant ce temps-là, durant la matinée du 18 juin, les rapports lèvent tout doute. C'est toute l'armée prussienne qui marche sur Wavre. Grouchy donne ses ordres vers 22h pour un départ échelonné entre 6 et 8h le lendemain matin, et il n'oublie pas d'en informer l'empereur par un courrier qui arrive à Napoléon à 10h30. Tous mes rapports et renseignements confirment que l'ennemi se retire sur Bruxelles pour s'y concentrer ou livrer bataille après s'être réuni à Wellington. Et que ces officiers, les officiers prussiens donc, se sont vantés de surprendre l'aile droite des Français à Mont-Saint-Jean. Napoléon, encore une fois, est informé, dès lors il sait que les Prussiens sont sur sa droite et qu'ils vont potentiellement débarquer pendant la journée du 18 juin. L'image d'un Napoléon qui découvre à la lunette les Prussiens complètement par surprise commence à s'effriter sérieusement. Mais Napoléon réplique, encore une fois, dans ses mémoires, que Soult, donc qui remplace Berthier comme chef d'état-major, avait envoyé un message à 10h du soir, le 17 juin, lui ordonnant de détacher un corps de 7000 hommes et de 16 canons pour appuyer sa droite à Mont-Saint-Jean, puis tout son corps si jamais Blücher n'était pas devant lui. Sauf que cet ordre n'existe pas. Clausewitz, puis d'autres après lui, l'ont démontré, il ne figure sur aucun registre d'état-major. En revanche, on a un message de Soult reçu à 16h, envoyé à 10h du matin le 18 juin, qui lui figure aux archives et qui est envoyé comme réponse au message de Grouchy de la veille, dans lequel il dit « Voilà, l'empereur me charge de vous prévenir qu'en ce moment sa majesté va faire attaquer l'armée anglaise. Ainsi sa majesté désire que vous dirigiez vos mouvements sur Wavre afin de vous rapprocher de nous, vous mettre en rapport d'opération et lier les communications, poussant devant vous les corps de l'armée prussienne qui ont pris cette direction. L'empereur désire avoir très souvent de vos nouvelles. » Dans cet ordre, qui lui, on sait qu'il existe, il n'y a aucune allusion au pseudo-ordre du 17 juin à 10h du soir, et c'est même une confirmation a posteriori des ordres que Grouchy a donnés la veille. Et on va en venir à cette fameuse affaire des fraises, utilisée pour discréditer Grouchy encore plus. Donc effectivement, lors de sa marche sur Wavre, il s'arrête à 11h30 chez un notable à Sarre-les-Valins qui lui offre un bol de fraises. Bon, c'était la saison en Belgique. Alors qu'il mange tranquillement ses fraises, le général Gérard, qui commande le 4e corps d'armée sous les ordres de Grouchy, vient alors chercher le maréchal pour lui faire écouter le canon de Waterloo qui tonne au loin. Il s'exclame devant tout un parterre d'officiers « Monsieur le maréchal, il est de votre devoir de marcher au canon », ce à quoi Grouchy répond quasiment du tac au tac « Mon devoir est d'exécuter les ordres de l'empereur qui me prescrivent de suivre les Prussiens. » L'argument sous-jacent, c'est que, outre que Grouchy aurait paressé à manger un bol de fraises, qu'il aurait dû marcher au canon, désobéir aux ordres et faire preuve d'initiative. Et à ça, on oppose à Marengo, le général Dessay n'a pas hésité à marcher au canon lorsque Napoléon était en difficulté. Ce qui est un argument tout à fait inexact, tout à fait trompeur,
En entendant le canon tonner dans la plaine de Marengo, Dessay s'est effectivement arrêté sur la route de Novi. Mais il hésite à revenir sur ses pas, parce que ses ordres n'étaient pas d'aller aider Napoléon. Il faut que ce soit l'aide de camp de Bonaparte qui arrive sur les lieux afin de lui remettre le message de Napoléon suivant. « Je croyais attaquer l'ennemi, il m'a prévenu. Revenez au nom de Dieu si vous pouvez encore. » Aussitôt, Dessay donne l'ordre à la division du général Boudet de revenir en arrière. Et grâce à de bonnes routes, Dessay va mettre 3 heures pour revenir et sauver la situation. Cette hésitation de Dessay nous démontre que dans l'armée napoléonienne, il n'y a pas de place à l'improvisation, ni encore moins à l'initiative. Napoléon est la tête, et les muscles doivent obéir aux ordres. Et devant l'insistance toujours du général Gérard d'aller seul avec son corps d'armée à Mont-Saint-Jean, il refuse de diviser ses forces, ce qui est sage, parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend devant lui, il ne sait pas quelle force prussienne l'attend devant lui. Et surtout, il a besoin de toutes ses forces afin d'aller prendre Wavre. De toute façon, Clausewitz et d'autres après lui, l'ont aussi démontré, le temps d'arriver à Lannes, qui est juste à côté de Waterloo. Il serait arrivé bien après la bataille, parce qu'il doit encore parvenir jusqu'à la rive de la Dyle, la traverser, remonter ses berges et prendre les mauvais chemins dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il ne serait pas arrivé à temps quoi qu'il fasse. Le général Bülow, qui est le général prussien, lui avec moitié moins de troupes que Grouchy avait mis 8 heures. Donc c'était physiquement impossible pour Grouchy d'y arriver. Dans les meilleures conditions, il serait arrivé vers 19h, donc juste à temps pour être entraîné dans la déroute, qui ne sert pas à grand chose, faut être honnête. Dans son livre Waterloo, la fin d'un monde, le commandant Lachouk remet les choses en perspective. Il rappelle que la distance entre Valin et Mont-Saint-Jean est de 28 km. De plus, pour couvrir les 15 km qui séparent Wavre de Chapelle-Saint-Lambert, qui se situe à l'extrême gauche de l'armée de Napoléon, il faut rappeler que le corps de Bülow a mis plus de 8 heures, donc ce que je viens de dire. Dans ses mémoires, le général Pajol rappelle que les chemins de traverse étaient très mauvais pour l'infanterie, presque impraticables pour l'artillerie à cause de leur âge. Donc, même en ne mangeant pas les fraises du notable de Valin, comment Grouchy aurait-il pu faire passer 33 000 hommes à travers champs avec son artillerie, ses questions de munitions en moins de 5 heures? Si impossible n'est pas français, l'impossibilité s'applique dans ce cas de figure. Et de toute façon, pour Grouchy, la question ne se pose pas. La dépêche de Soult de 16 heures le conforte sur sa marche sur Wavre, il le confirme. Il reçoit un autre ordre de Soult, reçu entre 17 et 18 heures, une à 2 heures plus tard, de prendre en flagrant délit les Prussiens qui approchent de l'aile droite française. Cependant, l'empereur m'a ordonné de vous dire que vous devez toujours manœuvrer dans notre direction pour être toujours en mesure de tomber sur quelques troupes ennemies qui chercheraient à inquiéter notre droite et les écraser. En ce moment, la bataille est gagnée sur la ligne de Waterloo. Le centre ennemi est à Mont-Saint-Jean, ainsi manœuvré pour joindre notre droite. PS, une lettre qui vient d'être interceptée porte que le général Bülow doit attaquer notre flanc. Nous croyons apercevoir ce corps sur les hauteurs de Saint-Lambert, ainsi ne perdez pas un instant pour vous rapprocher de nous et nous joindre, et pour écraser Bülow que vous prendrez en flagrant délit. Effectivement, l'ordre là est clair. Il dit de marcher sur l'aile droite de Napoléon afin de joindre les deux armées. Mais cet ordre arrive 1 à 2 heures après la confirmation d'aller sur Wavre. Et pendant ce temps-là, Grouchy a engagé les forces prussiennes sur Wavre. Donc comment ce serait possible pour Grouchy, en pleine attaque sur Wavre, aux prises avec un corps prussien retranché de l'autre côté de la Dyle, de le battre, puis de marcher jusqu'à Lannes et faire sa jonction avec Napoléon? Ce serait bien trop demandé à ses troupes. Il ne pourrait pas sauver quoi que ce soit, même dans les meilleures conditions. En fait, cet ordre, il est plutôt à comprendre dans la stratégie que Napoléon met en place pour le lendemain,
puisque à 13h, Napoléon pense avoir gagné la bataille, et pense déjà à l'écrasement de Bülow le lendemain, avec cette manœuvre, comme il l'évoque d'ailleurs dans le compte-rendu officiel que nous avons vu au début de cette chronique, où clairement il indique que les manœuvres de Grouchy sont là pour écraser les forces de von Bülow le lendemain. Et pourtant, les historiens, notamment Henri Housseil, citent une autre version de cet ordre, où ce n'est pas le mot gagné, mais engagé qui est utilisé, et que Grouchy l'aurait faussé pour atténuer sa responsabilité. Henri Housseil affirme avoir lu l'original. Ce qui est quand même une histoire assez extraordinaire, puisque ça aurait été c'est un ordre original qui réapparaît comme par hasard dans les papiers du neveu de la seconde femme de Grouchy, 50 ans après la mort de Grouchy. Ouais. Donc ça paraît comme une histoire assez extraordinaire. Alors que 150 ans après sa mort, un autre historien, Pascal Cyr, affirme avoir lu Gagné sur une copie effectuée pour le dépôt de la guerre en 1864, le copiste qui est un certain commandant Ducasse, ayant même souligné le mot Gagné. Le mot Gagné est probablement, c'est sûr, n'ayant pas l'original sous les yeux, enfin, l'original ayant disparu, on ne l'a pas, donc on ne sera jamais sûr, mais c'est probablement quand même le mot Gagné qui est utilisé. Les officiers de Grouchy, en recevant d'ailleurs cet ordre, s'étant exclamé « L'empereur n'a jamais été aussi grand », puis ressenti un immense désespoir quand à 10h30 le lendemain, donc le 19, la nouvelle de la défaite leur parvienne. Grouchy, donc, le 19, avec la défaite, réussit à replier son corps d'armée, qui devient dès lors la seule armée constituée que possède encore la France. On connaît la suite, capitulation de Napoléon, capitulation de Paris, et après cette capitulation, personne ne lui fait de reproches. Lorsque Gourgeot, donc l'officier d'ordonnance de Napoléon qu'on a vu au début, sort son livre, Grouchy publie à son tour en 1818 sa version des faits, dans Observations sur la relation de la campagne de 1815, publié par le général Gourgeot. Son petit-fils publiera ses mémoires en 1873-1874, post-mortem donc. Mais dès lors, comment lutter contre le martyre de Sainte-Hélène? De ses mémorialistes directs, Gourgeot, O'Meara, Las Cases, les romantiques tels que Byron, Chateaubriand, les plus grands romanciers comme Victor Hugo, Alexandre Dumas, et contre les historiens entre guillemets patriotes comme Thiers, Quinet, qui, après la défaite notamment du 70, ont besoin d'une figure à opposer aux Prussiens dans cet esprit de revanche. Au final, la vérité, c'est que la vérité, encore une fois un peu prétentieux, disons que c'est quand même assez très probable, qui est quasiment indiscutable, c'est que Napoléon pouvait soupçonner dès le soir du 17 que les Prussiens allaient arriver, par les informations que Grouchy lui transmet. Il en avait la certitude à l'aube du 18 et la preuve dès 10h30. Il pouvait encore, et même aurait dû, changer de plan. Selon le même Gourgeot, il aurait même envisagé un moment un changement de base d'opération par la route de Nivelles, de façon à ne plus présenter son flanc aux Prussiens et attaquer la droite de Wellington. Et c'est aussi ce que conclut Clausewitz, qui écrit « L'attaque sur l'aile gauche et dans le flanc gauche était la moins faisable. Celle sur le centre était la plus courte et la plus décisive, et il était admissible qu'on eût quelque chance de la terminer avant l'arrivée de Blücher. Mais si l'apparition prématurée et puissante de Blücher était une supposition nécessaire, seule l'attaque sur l'aile droite, donc de Wellington, et dans le flanc droit, présentait encore quelques chances de victoire. Plutôt qu'une arrivée du détachement d'armée de Grouchy, rendue impossible par les propres ordres de Napoléon, ce dernier aurait dû imaginer un nouveau plan d'attaque sur la droite de Wellington. Bah merci, déjà. Ouais. C'est très très complet. Hein, comme ouais, parce qu'à chaque fois, c'est toujours, moi je suis toujours épaté, hein, franchement. Les interventions sont toujours détaillées Ouais. à un point Merci beaucoup. assez fou. et je trouve que c'est bien parce que ça permet aussi de montrer dans le détail que
Bah ouais, l'idée, comme tu l'as dit à un moment donné, que suffit de bouger des drapeaux sur la carte, bah non, en fait, hein, ça Oui. c'est quelque chose d'une idée qui est ultra moderne avec la généralisation des radios, qui permet d'envoyer des ordres rapidement, mais même comme ça, hein. Si vous regardez, chers auditeurs et auditrices, des comptes rendus de conflits, même après la Seconde Guerre mondiale, que ce soit la Corée, le Vietnam, tout ça, même avec la capacité d'envoyer des ordres rapidement, vous êtes quand même limité sur le déploiement, sur beaucoup de choses. Par exemple, il y a des fois, vous pouvez aller voir sur, alors je pense au Vietnam et la guerre de Corée parce que des images qui me viennent en tête, mais ça c'est ça c'est l'influence du cinéma. Mais tout un tas de batailles dans lesquelles les troupes vont être fixées, par exemple par un feu d'artillerie, sans avoir la capacité réelle d'avancer. Les ordres leur ordonnent d'avancer, mais si vous êtes en train de vous faire caillasser la tronche à l'obus de 75, vous allez avancer de rien du tout. Ouais. Si vous le faites, vous êtes mort. Donc ça n'a aucun sens. Donc la différence entre l'image que peut-être Napoléon s'est fait dans sa tête du champ de bataille et le champ de bataille réel, Ouais. y a une différence qui est majeure. Et ça se voit, ça se ressent dans plein de batailles. Et alors évidemment, plus on remonte dans le temps, plus le système d'information est compliqué, on va dire, plus le système de transport de l'information est compliqué, et plus ça peut jouer des tours absolument dramatiques. CF, la discussion sur Pavie, Oui. la dernière voit fois. ça. Ouais, bizarrement chargé tout seul dans la mêlée en plein milieu, c'est le meilleur moyen de se faire encercler par des arquebusiers et se faire flinguer la tronche. Et oui, Mais c'est pas aussi évident. c'est ça. Mais en tout cas, du coup, Méo, merci encore une fois hein, pour cette chronique extrêmement complète. Et je propose qu'on donne la parole à Franck qui a également des choses à Bah, nous raconter, mais plus pour clôturer, on va- on va dire tout ça. D'ailleurs, on va peut-être même faire une vraie transition, parce que Incroyable. souvent, Grouchy, il est un peu évoqué comme Grouchy et ses fraises, qui sont une image qui est, je pense aussi, qui marche bien parce elle est absurde. Oui. Et l'humour absurde, ça a tendance à bien marcher. C'est aussi un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que, et si Napoléon avait gagné à Waterloo? Et alors? Est-ce que, très chers auditeurs et auditrices, vous pensez que l'armée française, qui à ce moment-là est complètement épuisée, qui ne compte quasiment plus de vétérans, aurait pu, après avoir peut-être vaincu une première fois les Prussiens, et continuer face aux Russes et aux Autrichiens qui ont plus de 250 000 hommes déployés à l'Est? Le problème de Waterloo, c'est qu'on en fait une espèce de bataille qui aurait pu tout changer, Décisif, quoi. alors qu'en fait pas du tout. D'ailleurs, comme Léopold l'avait démontré dans une autre intervention, celle sur. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas la même sur Pavie ou si C'est c'est sûr, celle pas sur vie, la je crois, Première il me Guerre semble. mondiale. L'idée Donc, que c'est la sur Pavie. bataille décisive, en réalité, pas forcément quelque chose qui est réellement très présent dans l'histoire militaire. Les victoires et les défaites sont bien plus souvent une série de batailles, une série de choix stratégiques, bien plus qu'une victoire à un moment donné. Et Waterloo, c'est un peu cet exemple-là. On en fait la défaite de Napoléon, alors que ce qui perd Napoléon, c'est avant tout sa diplomatie, avant tout l'épuisement démographique en France. On rappelle quand même qu'au sortir de la guerre, 20% des jeunes français de la génération qui à ce moment-là a 18 ans est morte. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Non, chers ouais. auditeurs et auditrices. Bien sûr. Le nombre de morts est absolument gigantesque. Et d'ailleurs, ça va avoir des répercussions par la suite sur la démographie française. Et tout ça, ça s'ancre surtout dans cette idée de mythe de la bataille décisive, mais aussi du mythe des 100 jours. Parce que, on va pas se mentir, dans tous les retournements de situation historiques qui existent, dans tous les comebacks que j'ai pu voir, il
il faut bien se l'avouer, les 100 jours, c'est peut-être le plus incroyable. Parce que les 100 jours, c'est Napoléon qui est d'abord exilé à l'île d'Elbe, qui revient, débarque, s'avance face aux armées envoyées contre lui, les retourne à son avantage et marche sur Paris. Et voilà, c'est une anecdote assez connue, mais au fur et à mesure qu'il se rapproche de Paris, les journaux parisiens qui éditent des titres de presse sur son avancée changent petit à petit. On passe de l'usurpateur en exil rattaque la France à l'empereur est de retour. Ouais. Comme quoi, hein, les vestes se retournent Très plus rapidement. vite que les ordres, apparemment. Donc, tout ça, je pense, c'est ce qui participe aussi à cette mythologie, on va dire, des 100 jours et de la défaite de Waterloo. Il y a un truc qui est assez peu évoqué, voire quasiment jamais, c'est le fait que le congrès de Vienne, qui détermine à la fin des guerres napoléoniennes l'avenir de l'Europe, pas seulement territorial mais aussi politique, puisque le congrès de Vienne marque la victoire à ce moment-là des puissances réactionnaires sur les idées libérales de la Révolution. Ce congrès, il redessine les frontières de la France, et pas d'ailleurs que de la France, aussi des territoires des pays allemands, italiens, etc. Mais quand on redessine ces frontières, on se pose la question de sur quelle base on va repartir. Est-ce qu'on part de la carte de l'Europe telle qu'elle existe avant la Révolution? Est-ce qu'on prend une carte pendant la Révolution? Est-ce qu'on prend la carte de l'Empire afin de redessiner? Tout ça, ça a des impacts dans la diplomatie. Parce qu'évidemment, en fonction de la carte que vous choisissez et de la date que vous prenez comme référence, tel ou tel État va faire plus ou moins de revendications sur certains territoires. À la fin du premier congrès de Vienne, et du premier traité qui est signé, ce sont les frontières de 1792, les frontières actées à ce moment-là en 1792, pas les zones occupées, hein. Frontières définies par des traités qui sont choisies. Entre-temps, Napoléon a lancé ses 100 jours, s'ensuit la défaite de Waterloo, et les puissances coalisées, après la défaite de Waterloo et juste avant la deuxième capitulation de Napoléon, vont décider un nouveau traité, le traité de Paris, qui modifie légèrement ce choix des frontières pour la France de 1792 à 1790 et qui lui retire quelques territoires frontaliers qui avaient été laissés à la France au préalable. Donc malheureusement, entre guillemets, les 100 jours de Napoléon, si ils sont une épopée impressionnante, on va dire d'un point de vue mythologique, d'un point de vue territorial, c'est surtout une défaite. Je vais vous mettre d'ailleurs sur le Discord, comme ça vous pourrez le voir, puisque j'ai trouvé une assez bonne carte. Hop. Tac, s'il veut bien là. Attends, 2 secondes, il faut que je la transfère d'abord sur l'ordinateur. Et ensuite, tac, là. Et vous allez voir qu'en fait, il y a pas mal de territoires qui sont concernés. Ok. Ah oui. Donc sur cette carte qui s'affichera bien sûr devant vous, très chers auditeurs et très chères auditrices. Bien évidemment. Et cette fois, c'est sourcé, contrairement à d'habitude. La France va perdre pas mal de territoires. Déjà, alors, le plus gros territoire peut-être entier, elle perd 2 départements entiers, le département du Mont-Blanc et le département du Léman, qui sont les départements de Savoie et de Haute-Savoie actuels, et que vous pouvez voir sur la carte, ainsi que plusieurs cantons qui sont situés autour de Genève, puisque Genève, bien que suisse, n'était pas connectée territorialement au reste de la Suisse à ce moment-là. C'est par cette décision
par ce retrait supplémentaire de territoire à la France, que Genève va réellement être connectée au reste de la Suisse. Donc, ça peut paraître anodin, mais sans les 100 jours, Genève aujourd'hui serait une ville complètement enclavée en France. Peut-être même d'ailleurs qu'elle ne serait pas restée suisse. C'est une question qui pourrait se poser. Surtout au vu des grands mouvements ouvriers qui ont traversé ce canton. Ouais. De même, la situation en Savoie pourrait poser question, puisque la Savoie n'est rattachée à la France qu'en 1860, lorsque le Piémont-Sardaigne, qui cherche à fonder l'Italie, va céder ses territoires en échange de l'aide de la France, de Napoléon III. Des territoires qui donc, si Napoléon n'avait pas fait ses 100 jours, n'auraient jamais été présents pour être échangés. Ce qui veut dire aussi qu'au niveau diplomatique, peut-être des choses différentes. Mais c'est pas seulement au niveau diplomatique, parce que là je vous ai parlé de territoires donc dans l'est et le sud-est de la France. Mais en réalité, il y a aussi pas mal de territoires au nord, le long de des frontières qui sont aujourd'hui belges et allemandes. Des territoires qui seront d'ailleurs par la suite assez contestés. En Belgique actuelle, la France va notamment perdre Bouillon, un bourg que vous avez, dont le nom vous évoque peut-être vaguement quelque chose, puisque c'est le lieu de naissance d'un certain Godefroy de Bouillon, croisé fameux, mais aussi Philippeville, Chimay, le canton de Dour et Marienbourg. Tous ces territoires que vous pouvez voir sur la carte en haut, à la frontière belge. Mais aussi deux autres territoires, l'un à Landau, qui avait pendant longtemps été rattaché à l'Alsace, et un autre territoire dont vous avez peut-être aussi entendu parler, la Sarre. Peut-être d'ailleurs que nos auditeurs les plus âgés y ont fait leur service militaire, puisque c'est une des régions dans laquelle la France a des casernements à sortir de la Seconde Guerre mondiale. Une région que la France a très longtemps cherché à récupérer au sortir de la Première, puis de la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont plusieurs villes, Sarrebruck et Sarre-Louis, un nom qui, vous en conviendrez, n'est pas très germanique, qui sont perdus donc dans ce deuxième traité sur les frontières françaises, le traité de Paris. Ces deux villes, elles sont le cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui donc la Sarre, la région de la Sarre, qui est une région allemande à part entière, qui est la plus petite d'ailleurs région qui ne soit pas une région-ville en Allemagne, qui est plus francophone d'ailleurs que le reste du pays, raison évidemment de sa proximité et de son histoire commune avec la France, puisque Sarre-Louis, comme Landau d'ailleurs, sur la petite pointe que vous voyez au-dessus de l'Alsace, sont des villes qui en réalité sont françaises depuis Louis XIV. Donc ces pertes, entre guillemets, sont des pertes qui dépassent les territoires les pertes des territoires révolutionnaires. Et ce sont des territoires comme ceux en Belgique qui sont très importants en fait. Et on ne s'en rendra compte qu'un demi-siècle plus tard, avec l'essor de l'industrialisation et du développement du charbon et de l'acier, notamment Sarre-Louis, mais aussi les territoires donc en Belgique autour de Marienbourg, Chimay et de la Dour. Ce sont des terres houillères, des terres à charbon. Et ce sont des matériaux. Le charbon, c'est une ressource qui va être très importante dans les conflits économiques et les luttes d'influence durant toute la deuxième partie du 19e siècle. Donc, entre guillemets, malheureusement, avec les 100 jours, on gagne une histoire mythique, mais on perd non seulement des territoires, pour certains géographiquement, territorialement importants en termes de surface, comme la Savoie, avec les départements du Mont-Blanc et du Léman, mais aussi des territoires qui sont économiquement très importants, ou en tout cas qui le deviendront, notamment donc en Belgique et en Sarre.
Voilà, c'était un petit point sur ce deuxième traité, parce que c'est vrai qu'on a tendance à, pour les historiens qui connaissent, on a tendance à voir le congrès de Vienne comme un congrès qui définit définitivement les frontières. En réalité, il y a des petits changements après la guerre de 7e coalition, spécifiquement, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, et qui modifie un tout petit peu les frontières géographiques de la France. Ça se voit pas trop sur une grande carte de l'Europe, mais quand on zoome un peu, en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal d'importance de ces territoires, et que par la suite, d'ailleurs, ils auront beaucoup d'importance au niveau, en tout cas, économique pour certains. Ok, bah merci beaucoup en tout cas pour ta chronique et pour la petite carte aussi qui est toujours d'utilité publique et qui sera bien évidemment dans la version YouTube de cette vidéo, chères auditrices, chers auditeurs qui écoutez sur Spotify. Il faudra faire un petit tour du coup sur la plateforme pour pouvoir voir la carte en question. Tu veux rebondir un petit peu, Léo, ou pas du tout? Bon, c'était intéressant. C'est vrai qu'on parle, comme t'as dit Franck, hein, on parle toujours du traité de Vienne. Et c'est vrai qu'il est assez important. C'est lui qui définit les règles de la diplomatie, hein, notamment après, Ouais. voilà, pendant tout le 19e et encore pendant une partie du 20e siècle. Donc c'est extrêmement important. Mais c'est vrai que le traité de Paris en 1815 nous coupe, nous enlève quelques territoires de plus. Alors oui, effectivement, hein, comme tu l'as dit, c'est pas extra, c'est pas énorme, mais bon, on Ouais. perd une partie de la Savoie, c'est dommage, pas de fromage. Bon, Pas de- on perd des raclettes, c'est dommage. Oui, bah oui, ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, C'est cette la Savoie, raclette. elle est donnée à la Suisse, donc du coup, c'est territoire suisse. Lesquels? Ce- les Alors non, départements. non, le du- Léman et le Mont Blanc sont rendus à la c'est quoi Savoie, ça? La au Savoie, mais Piémont, oui. au Piémont-Sardaigne, puisque en fait, les départements du Mont Blanc et du Léman n'existent pas aujourd'hui. Ce sont les départements enfin, l'équivalent des départements de Savoie, Haute-Savoie. Ça va de Oui, Savoie. Ouais. c'est le Piémont-Sardaigne qui est là. Oui, je sais pas pourquoi Oui, je. parce qu'après, il faudra attendre le Mais référendum Oh. ouais, de le plébiscite Louis-Napoléon pour avoir C'est ça. le retour de la Savoie en France. J'étais pas sur le Piémont, effectivement, oui, c'est le c'est ça. Piémont là. Mais par contre, effectivement, la Suisse gagne du coup aussi quelques petits villages, quelques cantons, qui permettent d'avoir une toute petite connexion entre Genève et le reste de la Suisse, qui sinon est complètement isolé, quoi. Euh, Mais tu vois, c'est le genre pour le coup d'Uchronie qui pourrait être intéressante, parce qu'on a l'impression que ça change presque rien, Mais alors qu'en fait il y a des petits détails comme ça. Voilà, c'est tout bête, mais la production minière, notamment de charbon dans la Sarre, est ouais, très importante. Et si les Prussiens ne la possèdent pas, en fait, ils perdent la plus grosse région de développement, la plus grosse zone de développement dans le sud de la Rhénanie. Euh, Puisque c'est autour de Saarbrück quand même que s'organisent beaucoup euh, de développement industriel dans le sud de la Rhénanie et dans le Palatinat. Hmm. Donc ça a l'air de rien. Pareil, les petits territoires en Belgique, ça n'a pas l'air gigantesque sur une carte. Mais quand on regarde les quantités de charbon qui sortent des sous-sols des communes qui sont concernées, en fait, on se rend compte qu'au niveau économique, ça a un sacré impact. Effectivement, ouais. effectivement, ouais, c'est clair. C'est le genre de choses où, voilà, et typiquement, même si, mettons, ça n'est pas changé le reste de l'histoire, que voilà, la France est toujours défaite, Louis-Napoléon est toujours défait par les Prussiens, etc. C'est le genre de territoire qui ont été revendiqués à Versailles par les nationalistes français à la fin de la Première Guerre mondiale, et qui auraient très bien pu, du coup, s'ils avaient été enlevés en 1870 par la Prusse, être réintégrés intégralement à la France. Ce qui veut dire pas de mandat de la Société des Nations sur la Sarre, ce qui veut dire après la Seconde Guerre mondiale, pas de territoire autonome de la Sarre, puisque ça aussi, hein, les gens le savent assez peu, mais la Sarre a été un pays indépendant à proprement parler, avec son propre timbre, ses propres représentations internationales, y compris aux Nations Unies. Ils ont eu leur propre gouvernement pendant un moment.
Ok. Avant que Je la savais pas, France tu vois. accepte de laisser l'Allemagne les réintégrer. Parce qu'encore une fois, hein, le précieux charbon et l'acier. Bah, merci encore une fois du coup pour tout ça, Franck. Merci à vous deux d'ailleurs hein, pour votre participation à cet épisode. On a fini par réussir à le tourner, donc c'est chouette. Merci à toi. Ça m'a fait, bah, merci. Ça m'a fait plaisir de le faire en votre compagnie. Merci à nos auditeurs et nos auditrices qui nous ont écoutés, j'en suis certain. N'hésitez pas à dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à nous inciter à parler d'autres conflits. Et il y a la troisième coalition dont c'est l'anniversaire aussi dans pas très longtemps. Donc potentiellement, on pourra toujours faire quelque chose aussi à ce niveau-là. Voilà. J'ai cru que t'allais dire la troisième guerre mondiale, j'étais là. On est Ça en avant. aussi, on fera peut-être un petit épisode dessus, voilà. En direct, ce soir. En tout cas, c'est fera un toujours un live. plaisir c'est toujours un plaisir d'avoir de parler de certains sujets qui sont parfois, je trouve oubliés. Alors c'est vrai que nous, on est parti sur le prendre le parti pris de parler de conflit la plupart du temps, mais c'est souvent une excuse pour parler aussi d'autres choses. Donc c'est chouette et merci à vous deux d'être présents encore une fois. Et voilà, j'ai pas d'autres mots de fin que merci. Merci. Merci à toi, en tout cas. Et bah, sur ce, on vous invite à nouveau à vous abonner, à partager l'épisode et surtout à revenir la prochaine fois pour écouter ce qui va être produit dans le futur. Sur ce, des bisous à tous. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Ciao. Alors du coup, pour ce soir, vous avez envie de parler de quoi? Je suis complètement à la ramasse, donc je sais plus si vous l'aviez dit ou pas. Bah moi je parlais de Grouchy. Ah ok, t'as trouvé ta source finalement ou pas alors? Oui, je l'ai retrouvé. C'est vrai? Alors c'était quel Oui. numéro alors? C'était le hors-série qu'ils ont sorti, enfin c'est pas un hors-série, c'est le magazine De la Guerre, qui est un mélange entre un magazine et un livre. Ok. Donc c'était bien la même collection, c'était bien Guerre Histoire, mais pas un classique, Pas un classique. Ok, ça marche. Alors, est-ce qu'il Et mangeait toi réellement des fraises?